Un athlète noir a été accusé d'avoir agressé sexuellement une fille blanche, mais le verdict a stupéfié tout le monde. Alors que Jamal était jugé, la salle d'audience est devenue un champ de bataille de témoignages contradictoires et de preuves manquantes. L'affaire a captivé tout le monde, suscitant débats et protestations de tous bords. À l'approche des derniers instants du procès, le poids de la justice était en jeu. La lecture du verdict a laissé toute la salle d'audience sous le choc. Le juge Charles Whitmore était assis dans son bureau, ses doigts légèrement pressés contre ses tempes. La salle d'audience avait été agitée aujourd'hui, le bruit du monde extérieur devenant de plus en plus fort d'heure en heure. Les chaînes d'information ont décortiqué chaque détail de l'affaire, les débats ont fait rage dans les talk-shows et la foule devant le palais de justice a refusé de quitter les lieux. Jamal Rivers, la sensation adolescente du basketball, a été accusé d'avoir agressé sexuellement Anna Prescott, une fille issue de l'une des familles les plus riches du pays. Les preuves étaient minces, mais cela ne semblait plus avoir d'importance. Les gens avaient déjà choisi leur camp. Le juge Whitmore s'était toujours targué d'équité, mais les murs se refermaient. Il pouvait sentir le poids de mains invisibles le poussant vers une décision qu'il n'était pas prêt à prendre. Alors qu'il prenait son verre d'eau, on frappa à la porte, sec et délibéré. Le sénateur Walter Langford est intervenu sans attendre la permission. Son costume bleu marine impeccable, ses chaussures cirées et son regard perçant ne laissaient aucune place au bavardage. Whitmore savait qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie. Il est temps d'en finir, dit Langford en s'installant sur la chaise en face de lui. Whitmore resta silencieux. Il avait déjà vu des hommes comme Langford, des hommes qui ne faisaient jamais de demandes, seulement des exigences. Longtemps, a poursuivi Langford, d'un ton calme mais inébranlable. Une conviction rétablira l'ordre. Aide à maintenir l'ordre. Vous voulez de l'ordre, n'est-ce pas? Whitmore serra la mâchoire. Je statue sur la base des faits, pas de la pression du public. Langford sourit narquoisement, sortant un petit dossier de sa mallette et le faisant glisser sur le bureau. Alors parlons des faits, juge. Whitmore hésita, mais la curiosité l'emporta. Il ouvrit le dossier et sentit son pouce accélérer. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des courriels et des relevés de transactions, des preuves de faux pas financiers qu'il pensait enterrer. Des investissements qui ont mal tourné, des dettes couvertes par des amis puissants, de l'argent qui avait été déplacé d'une manière qui ne résisterait pas à un examen minutieux. Langford se pencha en avant. Si cela sort, votre carrière est terminée. Votre réputation détruite. Mais cela ne doit pas nécessairement se terminer ainsi. Vous condamnez Rivers, et non seulement cela disparaîtra, mais vous siégerez à la Cour suprême d'ici un an. Le choix est simple. Le poids de ces mots pesa sur les épaules de Whitmore. Il avait travaillé trop dur pour tout gâcher maintenant. Un avenir au plus haut tribunal du pays était à sa portée. Mais est-ce que ça valait ce prix? Il jeta un coup d'œil à Langford, qui était déjà en train de prendre sa mallette. Faites le bon choix, juge, dit le sénateur en se levant. La nation regarde. La porte se ferma, laissant Whitmore seul avec ses pensées. Il avait toujours cru en la justice, mais celle-ci lui semblait désormais être un concept lointain, éclipsé par la politique et le pouvoir. Il regardait la salle d'audience derrière sa fenêtre, où journalistes et manifestants s'affrontaient à propos de l'affaire. Peu importe ce qu'il décidait, quelqu'un perdrait. Mais une seule décision permettrait de garder sa vie intacte. Planifier une réunion avec l'accusation. Je dois discuter de l'affaire. Pendant ce temps, Emily Whitmore savait que quelque chose n'allait pas. Son père s'était toujours comporté avec confiance, mais dernièrement, il y avait une certaine tension dans sa posture, une ombre dans ses yeux. En tant qu'étudiante en droit, elle comprenait le poids des affaires majeures, mais là, c'était différent. Il lui avait à peine parlé depuis des jours, et quand il le faisait, ses mots étaient soigneusement choisis, comme un homme traversant un champ de mines. Elle avait suivi le procès de près. Le cas de Jamal Rivers n'était pas solide et tout le monde le savait. Les soi-disant preuves étaient faibles, pas de témoins clairs, aucune preuve médico-légale, juste une déclaration d'Anna Prescott et l'influence de sa famille. Même les professeurs d'Emily en ont débattu, soulignant les défauts évidents de l'affaire. Pourtant, les médias se sont montrés implacables, alimentant l'indignation et exigeant des condamnations. Emily était assise à son bureau, parcourant les articles. Puis elle l'a trouvé, un article d'opinion décortiquant l'histoire du juge, louant le « solide dossier judiciaire » de Whitmore tout en faisant subtilement allusion à son avenir. Les rumeurs de la Cour suprême avaient déjà commencé à circuler. Son estomac se retourna. Son père subissait-il des pressions? Cette pensée était ridicule. Charles Whitmore n'était pas le genre d'homme à se lancer en politique. Mais là encore, il avait été différent ces derniers temps. Elle avait besoin de réponses. Et elle savait exactement par où commencer. Le procès s'ouvre sous le poids d'une nation agitée.
Les journalistes ont envahi les marches du palais de justice, leurs caméras clignotant lorsque Jamal Rivers est entré dans le bâtiment, flanqué de son équipe juridique. À l'intérieur, Malcolm Price a ajusté sa cravate et a échangé un mot discret avec son client avant de prendre un panel d'avocats confiants, dégager une impression de certitude qui n'aurait pas dû leur appartenir, pas avec un dossier aussi faible. Jamal était assis, les épaules carrées, le visage illisible. Le banc du juge le dominait et lorsque Whitmore prit place, la salle tomba dans le silence. Le premier coup porté à la défense est survenu quelques minutes plus tard. Un élément de preuve clé, les images de sécurité montrant Jamal à l'autre bout de la ville au moment de l'incident, ne faisaient plus partie du dossier. Le greffier du tribunal a annoncé qu'il avait été égaré, mais Price savait ce qu'il en était. Sa frustration était évidente, mais sa protestation a été rejetée. Sans ces images, l'alibi de Jamal n'était plus que sa parole contre celle d'Anna Prescott. La deuxième grève a suivi. Les témoins qui s'étaient déjà manifestés pour soutenir Jamal se sont soudainement rétractés, certains refusant même de témoigner. L'un d'eux, un ancien coéquipier, avait eu un accident de voiture quelques jours auparavant, une coïncidence trop commode pour être ignorée. Emily était assise dans la galerie, ses doigts agrippant le bord du banc. L'expression de son père était illisible, mais elle remarqua la façon dont il évitait son regard. Elle n'était pas la seule à l'avoir remarqué. Malcolm Price jeta un coup d'œil vers Whitmore à plusieurs reprises, la suspicion gravée sur son visage. Plus tard dans la soirée, Emily a rencontré Price à l'extérieur du palais de justice. Il parlait à voix basse, vérifiant par-dessus son épaule alors qu'il lui passait un dossier. « Quelque chose ne va pas, dit-il. L'affaire est sous contrôle. Et maintenant, je reçois des menaces de retrait. » Emily ouvrit le dossier pour trouver des rapports modifiés, des incohérences qu'elle ne pouvait ignorer. La même nuit, elle reçoit un message inattendu de Tyler Reese, un journaliste connu pour avoir dénoncé des scandales manquantes. « Cela innocentera Jamal, a-t-il déclaré. Je le publie demain. » Mais Tyler n'en a jamais eu l'occasion. Le lendemain matin, il était parti. Son appartement était vide, son téléphone débranché. Le cœur d'Emily battait à tout rompre lorsqu'elle réalisa que quelqu'un veillait à ce que la vérité ne refait jamais surface. Le dernier message de Tyler Reese était sur le téléphone d'Emily, une seule ligne qui lui faisait froid dans le dos, vérifier le casier 312 à la gare de Grandview. USB à l'intérieur. Ne faites confiance à personne. Elle serra plus fort son sac alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule de la gare, son pouce accélérant à chaque pas. Si Tyler avait raison, les preuves sur ce disque pourraient tout révéler. Mais quelqu'un l'avait fait taire avant qu'il puisse le libérer. Maintenant, il la chercherait. La gare sentait le vieux café et le béton humide, un endroit où les gens se croisaient sans se regarder. Emily repéra le casier à l'extrémité de la plateforme, sa surface rayée se fondant dans les autres. Elle fouilla dans sa poche pour chercher la clé que Tyler avait laissée dans sa boîte aux lettres, la glissa dans la serrure et ouvrit la porte. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB noire enveloppée dans une note pliée. « Sortez maintenant !» Le pouls d'Emily battait à tout rompre. Elle fourra le lecteur dans son manteau et se tourna pour partir. Mais alors qu'elle entrait dans la rue, elle a remarqué un SUV sombre qui tournait au ralenti près du trottoir. Un homme en costume se tenait à proximité, parlant dans un téléphone, son regard se tournant vers elle. Elle continua de marcher, se forçant à rester calme, mais un coup d'œil par-dessus son épaule le confirma, le SUV s'éloigna du trottoir, suivant son rythme. Elle tourna dans une petite rue, se faufilant entre les piétons, avant de se diriger vers alors qu'elle s'asseyait dans le coin arrière, serrant fermement la clé USB dans sa paume. Ouvrant son ordinateur portable, elle brancha le lecteur. Des dizaines de fichiers chargés sur l'écran, email, relevés bancaires, relevés téléphoniques. Elle a cliqué sur le premier email. C'était entre Langford et un analyste légiste, leur demandant de modifier les résultats des tests. Une autre montre des responsables de la police discutant des témoins qui doivent être pris en charge. Son estomac se retourna. Il ne s'agissait pas seulement de Jamal. C'était plus grand, tout un système conçu pour écraser quiconque se mettait en travers de son chemin. Une ombre passa sur sa table. Emily leva les yeux pour voir Malcolm Price, l'avocat de Jamal, s'asseoir sur le siège en face d'elle. « J'avais le sentiment que tu trouverais quelque chose, dit-il. Mais il faut être prudent. Ces gens ne jouent pas à des jeux. » Emily poussa l'ordinateur portable vers lui. « Nous devons sortir ça ?» Price étudia l'écran avant d'acquiescer. « Je connais un journaliste qui pourrait m'aider, mais si Langford découvre que tu as ça ?» La porte du café s'ouvrit et deux hommes entrèrent, scrutant la foule. Emily ferma l'ordinateur portable. « Ils le savent déjà. » La mâchoire de Price se serra. « Alors on bouge. Maintenant. »
Ils sortirent par l'entrée arrière et s'engagèrent dans une ruelle juste au moment où une voiture s'arrêtait en criant près de l'entrée du café. Emily n'a pas attendu de voir qui était à l'intérieur. Elle a couru. Emily, réalisant qu'elle n'avait plus le temps, a sorti son téléphone et a envoyé des copies des dossiers incriminants à des journalistes de confiance, à des experts juridiques et à l'équipe de défense de Jamal. Si quelque chose lui arrivait, la vérité éclaterait quand même. Avant qu'elle ait pu le rendre public, une camionnette noire lui a coupé la route. Les portes se sont ouvertes et des hommes masqués quelques minutes plus tard. Une voix à l'autre bout du fil lui donnait un choix simple, prononcer le verdict de culpabilité, sinon Emily ne serait plus jamais revue. Il resta figé, la salle d'audience silencieuse tandis que les avocats et les journalistes attendaient sa décision. Il n'avait jamais été aussi conscient du poids de ses robes. Tous les regards dans la pièce le fixaient, mais aucun d'eux ne pouvait voir ce qui se passait réellement. Dans un entrepôt faiblement éclairé, à des kilomètres de là, Emily était assise attachée à une chaise, les poignets à vif à cause de la corde rugueuse. Les hommes de Langford se tenaient autour d'elle, le visage vide. L'un d'eux s'avança. « Dites-nous où vous avez envoyé les fichiers. » Elle maintint son regard. « C'est trop tard. Ils sont déjà sortis. » L'homme expira brusquement et se détourna. Une autre s'est approchée en brandissant son téléphone. « Vous pensez que n'importe qui croira un email provenant d'un expéditeur inconnu? Les journalistes enterrent des histoires comme celle-ci tous les jours. Ce que vous avez fait? » Il se pencha. C'était imprudent. Emily déglutit difficilement mais garda sa voix ferme. « Alors pourquoi suis-je toujours en vie ?» Avant qu'ils ne puissent répondre, un bruit à l'extérieur de l'entrepôt attira leur attention. Les pneus crissent, les portes claquent. Quelqu'un a crié des ordres. Les hommes autour d'elle se tendirent, cherchant leurs armes. La porte s'ouvrit brusquement, inondant la pièce de lumière. Des agents en tenue tactique ont fait irruption, jetant les hommes de Langford au sol avant qu'ils n'aient eu le temps de réagir. En quelques secondes, les ravisseurs furent maîtrisés. L'un des agents s'est précipité vers Emily, lui coupant les cordes au poignet. « Votre père nous a envoyés », a déclaré l'officier. Il a passé l'appel. Emily n'a pas attendu pour dehors, remarquant à peine l'air frais contre sa peau. Un véhicule de police roulait au ralenti à proximité. Elle monta à bord, le souffle court tandis qu'il se dirigeait à toute vitesse vers le palais de justice. De retour dans la salle d'audience, Whitmore regarda le verdict devant lui. Le papier devint flou alors qu'il agrippait les côtés du banc. Langford était assis au premier rang, son expression illisible. Les doigts du sénateur frappèrent une fois le banc de bois à côté de lui, un rappel, un avertissement. Whitmore jeta un coup d'œil aux portes, espérant qu'elles s'ouvriraient, espérant trouver une raison pour retarder ce qu'il devait faire. Puis, du tumulte dehors. Une voix de femme qui l'appelle. Les portes s'ouvrirent à la volée. Emily entra en titubant dans la pièce, les cheveux ébouriffés, le visage strié de terre. La salle d'audience halta. Les caméras ont cliqué. L'expression de Langford changea, juste un instant. Whitmore se leva de son siège. Sa voix était claire. Affaire classée. Langford se leva d'un coup, mais il était trop tard. Les agents se sont approchés de lui alors que les journalistes explosaient de questions. Le procès, le stratagème, la corruption, tout s'écroulait. Emily croisa les yeux de son père. Pour la première fois depuis des semaines, ils se comprirent sans un mot. La voix d'Emily traversa la salle d'audience, crue et urgente. Jamal est innocent. La pièce est entrée dans le chaos. Les journalistes se sont précipités pour capturer l'instant, les manifestants à l'extérieur se sont poussés contre les barrières du palais de justice et les équipes juridiques se sont criées dessus. Le marteau du juge heurta le bois, mais le bruit refusa de s'atténuer. L'avocat de Jamal, Malcolm Price, s'est avancé, à la lumière de nouvelles preuves, nous exigeons un examen immédiat. Le regard de Whitmore tomba sur Emily, debout dans l'allée, le visage couvert de saleté, les yeux remplis de quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, une certitude inébranlable. Elle sortit la clé USB de sa poche et la leva. Les images qu'ils ont enterrées prouvent que Jamal n'était pas là. L'équipe de défense s'est précipitée pour examiner les fichiers, insérant le disque dur dans un ordinateur portable. En quelques secondes, l'écran affichait des images de sécurité granuleuses mais claires, Jamal Rivers dans une station-service de l'autre côté de la ville, horodaté au moment exact de l'attaque présumée. Des halètements se répercutèrent dans la galerie. L'accusation s'est précipitée, son dossier s'effondrant devant eux. Langford, assis au premier rang, se leva de son siège, l'expression froide. Sans un mot, il se tourna pour partir, mais les portes s'ouvrirent avant qu'il ne les atteigne. Des agents fédéraux sont entrés à l'intérieur, les yeux rivés sur lui.
Walter Langford a déclaré l'un d'eux en sortant un mandat d'arrêt. Vous êtes en état d'arrestation. Les caméras ont clignoté tandis que les journalistes se précipitaient en criant des questions. Le sang-froid de Langford s'est brisé pour la première fois lorsque les agents lui ont saisi les bras. Ce n'est pas fini, aboya-t-il, mais les menottes se refermèrent autour de ses poignets. Les mains de Whitmore tremblaient. Le poids de chaque choix, de chaque compromis pesait sur lui. Il regarda les preuves sur l'écran, puis Emily, puis Jamal, qui était resté silencieux pendant tout cela, sa vie étant en jeu. Un souffle passa entre eux. Whitmore agrippa le banc et se stabilisa. Il s'est tourné vers le tribunal. Jamal Rivers n'est pas coupable. Une vague de soulagement envahit la pièce. Applaudissements, acclamations, cris d'incrédulité, les mois de pression augmentant en un instant. La poitrine d'Emily se souleva avec une respiration qu'elle retenait depuis trop longtemps. Mais Whitmore est ensuite retourné vers la salle d'audience, sa voix ayant un poids au-delà de cette seule affaire. J'étais complice de cela. J'ai laissé la peur, l'ambition et la corruption obscurcir mon jugement. Je faisais partie du système qui tentait de briser un homme innocent. Il croisa le regard d'Emily. Et j'en répondrai. La pièce se figea. Même les agents qui emmenaient Langford se retournèrent, stupéfaits. Whitmore descendit du banc en direction des officiers. Je suis coupable de complot. J'ai caché des preuves. J'ai abusé de ma position. L'un des policiers s'est avancé, attrapant les menottes à sa ceinture. Juge Whitmore, êtes-vous en train de dire? Je dis que je dois être tenu responsable. Il regarda Emily une dernière fois. Je suis désolé. Les menottes se refermèrent autour de ses poignets. Le marteau qui était autrefois son pouvoir semblait désormais lointain alors que les officiers l'emmenaient. Emily restait sur place, la salle d'audience bourdonnait autour d'elle, les journalistes se précipitaient pour déposer leurs articles. Mais à cet instant, rien d'autre n'avait d'importance. Jamal est sorti du palais de justice, respirant profondément tandis que les caméras tournaient autour de lui. Son équipe juridique l'entourait, détournant les questions des journalistes qui avançaient avec des microphones. Les manifestants qui avaient scandé son nom à l'extérieur ont maintenant éclaté de joie. Certains dans la foule ont pleuré, brandissant des pancartes exigeant justice, tandis que d'autres ont serré des étrangers dans leurs bras, partageant ce moment. Emily se tenait en haut des marches, le regardant faire ses premiers pas vers la liberté. Il se tourna et croisa son regard. Il avait été privé Aucun de mot son n'était avenir, nécessaire. qualifié de criminel avant même de mettre les pieds dans une salle d'audience. Cette étiquette avait été arrachée, mais les dégâts subsistaient. Langford, toujours menotté, a été conduit devant eux vers un véhicule en attente. Son visage, habituellement si calme, s'était durci. Les journalistes l'ont bombardé de questions, mais il a refusé de répondre. Son empire, bâti sur le pouvoir et l'influence, s'effondrait autour de lui. Des enquêtes avaient déjà commencé sur ses relations, et les responsables qui s'étaient autrefois tenus à ses côtés s'efforçaient désormais de prendre leur distance. À l'intérieur du palais de justice, Whitmore était assis dans une cellule de détention, attendant son transport. Ses aveux ont provoqué une onde de choc dans la communauté juridique. Chaque décision qu'il avait prise était désormais examinée à la loupe, chaque cas qu'il avait supervisé était remis en question. Sa réputation autrefois exceptionnelle était en ruine. Mais il avait bien fait une chose. La porte s'ouvrit et Emily entra. Elle l'étudia un moment avant de parler. Je me suis battu pour la justice, pas pour la vengeance. Mais je ne reviendrai plus. Whitmore hocha lentement la tête, acceptant le poids de ses mots. Il avait passé sa vie à bâtir un héritage, pour ensuite le détruire d'un seul choix. Maintenant, il ne restait plus que la vérité. Emily sortit, le laissant faire face à son destin.